Aristote, Constitution d'Athènes, traduction par M. Aussoulier, directeur adjoint de l'École pratique des hautes études. Première partie, suite. Chapitre 30. Les 400, suite. Les 100 commissaires. Leur constitution, rôle du Conseil. Telles furent les propositions que rédigèrent les commissaires. Après qu'elles eurent été approuvées, les 5000 choisirent dans leur sein une commission de 100 citoyens pour rédiger une constitution. Voici ce qu'ils proposèrent. Le Conseil sera composé chaque année des citoyens âgés de plus de 30 ans, et ils ne recevront aucun salaire. Dans son sein seront pris les stratèges, les 9 archontes, le hiéromnémon, les taxiarques, les hipparques et les philarques, les commandants des places fortes, les trésoriers des richesses sacrées d'Athéna et des autres dieux, au nombre de 10, les Hellénotamiaï, les 20 autres trésoriers qui seront chargés de l'administration des autres richesses de l'État, les 10 sacrificateurs et les 10 épimélètes. Tous ces magistrats seront élus parmi les élus d'un premier degré, pris eux-mêmes parmi les membres du Conseil en fonction, et ce premier vote aura dû désigner un nombre de candidats supérieur au nombre de charges à remplir. Tous les autres magistrats seront désignés par le sort et pris en dehors du Conseil. Ceux des Hellénotamiaï, qui administreront les finances, ne seront pas admis aux séances du Conseil. À l'avenir, le Conseil sera composé de 4 sections, formées des citoyens ayant l'âge indiqué plus haut, et le sort désignera celle des sections qui sera en charge. Mais les autres citoyens devront être répartis dans l'une ou l'autre des sections. Les 100 seront chargés de la répartition. Ils distribueront les citoyens, eux-mêmes compris, dans les 4 sections, le plus également qu'ils pourront. Ils seront encore chargés de tirer au sort l'ordre dans lequel se succéderont les sections. Dans l'année qu'il restera en charge, le Conseil prendra au sujet de toutes choses les meilleures mesures qu'il pourra. Il veillera notamment à ce que les revenus restent intacts et ne servent à couvrir que des dépenses nécessaires. Le jour où la section voudra un plus grand nombre d'avis, chaque conseiller sera libre d'introduire un conseiller supplémentaire, pourvu que celui-ci remplisse les mêmes conditions d'âge que lui. Le Conseil tiendra séance tous les 5 jours, à moins qu'on ait besoin de le réunir plus souvent. Le Conseil tirera au sort les 9 archontes. 5 conseillers désignés par le sort jugeront des votes à main levée. Entre ces 5 personnages, le sort désignera chaque jour celui qui devra mettre les questions aux voix. Les 5 tireront également au sort l'ordre que suivront ceux qui veulent s'adresser au Conseil. L'ordre des matières sera le suivant. En premier lieu, les choses sacrées. Deuxièmement, les communications des héros. Troisièmement, les ambassades. Quatrièmement, toutes les autres questions. Quant aux affaires militaires, ce sera aux stratèges de les porter à l'ordre du jour toutes les fois qu'il le faudra, sans qu'ils aient à se soumettre au tirage au sort. Le conseiller qui ne se rendra pas au palais du Conseil à l'heure fixée paiera 1 drachme par jour d'absence, à moins qu'il n'ait obtenu du Conseil un congé. Chapitre 31. Les 400, suite. Constitution provisoire. Telle est donc la constitution que les 100 rédigèrent pour l'avenir. Voici celle qui devait être immédiatement mise en vigueur. Le Conseil sera formé de 400 membres, selon la règle établie par nos pères.
40 de chaque tribu, après un choix préalable fait par les gens de la tribu, parmi les citoyens âgés de plus de 30 ans. Les 400 désigneront les magistrats et rédigeront la formule du serment qu'ils doivent prêter. Ils veilleront au maintien des lois, à la reddition des comptes, et agiront en toutes choses selon ce qu'ils jugeront utile. Pour les lois politiques, ils se conformeront à celles que l'on portera et ne pourront ni les changer, ni en établir de nouvelles. Pour cette fois, les stratèges sont élus dans le corps tout entier des 5000. Mais, dès qu'il aura été constitué et qu'il aura passé la revue des troupes, c'est le conseil qui élira 10 citoyens et le greffier qui les assistera. Les 10 citoyens ainsi désignés auront plein pouvoir pour l'année qui finit et prendront part, quand ils le jugeront nécessaire, aux délibérations du conseil. L'élection de l'éparque et des 10 filarques aura lieu de la même manière. À l'avenir, l'élection de ces officiers sera réservée au conseil, selon ce qui a été décidé. Pour toutes les magistratures, à l'exception des charges de conseiller et de stratège, nul ne pourra les remplir plus d'une fois, ni les titulaires élus présentement, ni personne d'autre. Désormais, quand on répartira de nouveau les 400 en 4 sections, les 100 veilleront à les répartir de telle sorte que les mêmes conseillers siègent avec d'autres collègues. Chapitre 32. Les 400, suite. Gouvernement des 400. Négociation avec Sparte. Voilà donc la constitution que rédigèrent les 100 commissaires élus par les 5000. Le peuple la ratifia sous la présidence d'Aristomachos, et l'ancien conseil, celui de l'année de Callias, fut dissous avant d'avoir achevé son année. 412 ACN. Le 14 Targélion. Le 22 du même mois, les 400 entrèrent en fonction. Juin 411. D'après l'ancienne constitution, le conseil tiré au sort n'aurait dû entrer en charge que le 14 Scyrophorion, juillet 411. Ainsi fut établi le régime oligarchique sous l'archontat de Callias, 100 ans après l'expulsion des tyrans, et sur l'initiative surtout d'Antiphon et de Théramène, hommes de haute naissance et qui passaient pour supérieurs aussi par l'intelligence et le jugement. Une fois ce régime établi, on ne choisit les 5000 que pour la forme. De fait, les 400 s'installèrent avec les 10 stratèges munis de plein pouvoir dans le palais du conseil et gouvernèrent la cité. Ils envoyèrent des députés à Lacédémone pour proposer de terminer la guerre, à la condition que des 2 côtés on garderait ses positions. Mais Sparte ne voulut rien entendre si les Athéniens ne renonçaient pas aussi à l'empire de la mer, et ils rompirent les négociations. Chapitre 33. 9e époque, restauration de la démocratie. Renversement de l'oligarchie, démocratie modérée, les 5000. Le gouvernement des 400 dura ainsi près de 4 mois, et Mnésilochos, l'un d'eux, fut archonte pendant 2 mois de l'année de Théopompos, 411 ACN, qui exerça la charge durant les 10 autres mois. Mais, après la défaite navale d'Érythrée et la défection de l'Eubée entière, à l'exception d'Oréos, les Athéniens souffrant de ce dernier désastre plus que de tous les précédents, car ils tiraient bien plutôt leur subsistance de l'Eubée que de l'Attique, renversèrent les 400 et remirent les affaires aux 5000. C'étaient ceux qui pouvaient s'équiper eux-mêmes. En même temps,
ils décrétèrent la suppression du salaire pour toutes les charges. Les principaux auteurs de ce renversement furent Aristocratès et Théramène, qui n'approuvaient pas les actes des 400, car ceux-ci agissaient en tout de leur propre autorité, sans référer de rien aux 5000. Sous les 5000, la constitution d'Athènes mérite des éloges, car on était en guerre et c'était aux citoyens capables de s'armer eux-mêmes qu'appartenaient les droits politiques. Chapitre 34 10. Époque des 30 tyrans et des 10. Retour à la démagogie, Aegospotamos, les partis à Athènes, les 30. Le peuple leur enleva bien vite le pouvoir. 6 ans après le renversement des 400, sous l'archontat de Callias, 406 ACN, d'Anguélé, trompé par ses conseillers qui l'égarèrent, il commit la faute, après la bataille des Arginus, de condamner, par un seul vote, les 10 stratèges vainqueurs. Il en était dans le nombre qui n'avaient pas même pris part à la bataille, et d'autres avaient dû se sauver sur des épaves de bateaux ennemis. Quand, à la suite de cette défaite, Sparte voulut évacuer Décélie et proposa la paix, à condition que chaque puissance garderait ses positions, quelques citoyens s'entremirent avec ardeur, mais la multitude n'en voulut pas entendre parler. Elle se laissa tromper par Cléophon, le véritable auteur du rejet de la paix. Il parut à l'assemblée, ivre, affublé d'une cuirasse, et déclara qu'il ne consentirait point à la paix avant que les Lacédémoniens eussent rendu toutes les villes. Ils n'avaient point su profiter de l'occasion et bientôt reconnurent leur faute. L'année d'après, sous l'archontat d'Alexias, 405 ACN, ils essuyèrent le désastre d'Aegospotamos, à la suite duquel Lysandre, devenu maître d'Athènes, établit le gouvernement des 30 de la façon suivante. La paix avait été conclue à la condition que les Athéniens garderaient les institutions politiques de leur père. Les partisans de la démocratie cherchaient à sauver le régime démocratique. Parmi les aristocrates, ceux qui s'étaient organisés en association, avec ceux des exilés que la paix avait ramenés à Athènes, désiraient l'oligarchie. Les autres, ceux qui, sans faire partie d'aucune association, ne s'estimaient inférieurs à aucun citoyen, s'attachaient à la constitution de leur père. Parmi ces derniers étaient Archinos, Anitos, Cléitophon, Formicios et beaucoup d'autres. Leur principal chef était Théramène. Mais Lysandre appuya les oligarques, et le peuple effrayé fut contraint de voter le régime oligarchique. L'auteur du décret fut Dracontides d'Aphidna. Chapitre 35. Les 30 suites. Leur modération à l'origine, leur cruauté. Voici comment fut établi le gouvernement des 30 sous l'archontat de Pythodoros, 403 ACN. Une fois maître de la ville, sans tenir compte de la décision prise au sujet des institutions politiques, ils recrutèrent un conseil de 500 membres et les autres magistrats parmi les 5000 citoyens désignés par l'élection. Ils s'adjoignirent ensuite 10 archontes pour le Pirée, 11 geôliers et 300 gardes armés de fouets. C'est avec cet appareil qu'ils maintinrent la cité dans leur pouvoir. Au début, cependant, ils firent preuve de modération à l'égard des citoyens et, affectant d'observer les traditions politiques des ancêtres, ils supprimèrent de l'aréopage les lois des Phialtes et d'Archestratos contre les aréopagites. Ils abolirent de même toutes celles des lois de Solon, dont l'interprétation prêtait aux discussions, et enlevèrent ainsi aux juges
le droit de trancher souverainement les contestations. En un mot, il semblait préoccupé de redresser la Constitution et d'en faire disparaître toutes les obscurités. Ainsi, la loi qui autorisait tout Athénien à disposer de ses biens en faveur de qui il voulait fut mise en vigueur sans aucune restriction. Toutes les réserves, si pleines de difficultés, à moins qu'il ne jouisse pas de sa raison, ou qu'il soit affaibli par la vieillesse, ou qu'il agisse sous l'effet du poison ou de la maladie, ou sous l'influence d'une femme, furent supprimées, de manière à ne pas laisser prise aux sycophantes. Le même esprit les guida dans la révision des autres lois. Telle fut donc leur conduite au début. Ils se débarrassèrent aussi des sycophantes et de ces orateurs intrigants et pervers qui ne parlaient au peuple que pour le flatter, l'entraînant hors du bon chemin. La cité se réjouissait de ces mesures, et l'on croyait qu'ils n'étaient animés que par le désir de bien faire. Mais quand ils sentirent leur pouvoir plus assuré dans la ville, ils n'eurent d'égard pour aucun citoyen, et massacrèrent tous ceux que leur fortune, leur naissance ou leur titre mettaient en évidence, autant pour s'enlever tout sujet de crainte que pour mettre la main sur leurs biens. On compte qu'en peu de temps, ils n'exécutèrent pas moins de 1500 personnes. Chapitre 36. Les 30 suites. Vaine tentative de Théramène auprès des 30. La cité allait ainsi s'affaiblissant, quand Théramène, indigné de la conduite des 30, les engagea à cesser leur violence et à admettre les meilleurs citoyens aux affaires. Les 30 refusèrent d'abord, mais quand cet entretien eut été répandu dans le peuple, qu'ils savaient bien disposé pour Théramène, ils craignirent qu'il ne devint le chef du parti démocratique et qu'il ne renversât leur pouvoir absolu. Ils se mirent alors à dresser une liste de 3000 citoyens auxquels seraient donnés les droits politiques. Théramène les blâma encore de cette mesure. D'abord, voulant donner aux modérés une part du pouvoir, pourquoi n'appelait-il que 3000 hommes, comme si le nombre des gens de mérite se bornait à ce chiffre? Puis, il faisait deux choses absolument opposées. Ils établissaient une domination violente, et pourtant hors d'état de se soutenir contre ceux qui y étaient soumis. Les 30 ne tinrent aucun compte de ces avis, mais pendant longtemps ils différèrent la confection de la liste, et gardèrent par-devers eux les noms de ceux qu'ils avaient décidé d'y admettre. Puis, toutes les fois qu'ils se décidaient à la publier, ils effaçaient les noms déjà inscrits et les remplaçaient par des noms nouveaux. Ils envoyèrent aussi des députés à la Cédémone pour accuser Théramène et demander du secours. Les Lacédémoniens accueillirent leur demande et expédièrent l'Armoste Callibios avec 700 soldats qui, dès leur arrivée, occupèrent l'acropole. Chapitre 37. Les 30 suites. Prise de filet par Thrasybule. Mort de Théramène. L'hiver était déjà commencé quand Thrasybule occupa Philé avec les émigrés. Les 30 ayant échoué dans l'expédition qu'ils conduisirent contre eux, résolurent d'enlever les armes à tous les citoyens et de perdre Théramène. Voici comment ils s'y prirent. Ils présentèrent au conseil 2 lois qu'ils soumettaient à son approbation. L'une donnait aux 30 le droit absolu de mettre à mort ceux des citoyens qui ne seraient pas sur la liste des 3000. L'autre refusait tout droit politique, dans la Constitution actuelle, à tous ceux qui avaient détruit le mur d'Etionéa ou fait acte quelconque d'opposition aux 400 fondateurs de la première oligarchie. Or, Théramène avait fait l'un et l'autre.
de sorte qu'une fois les 2 lois ratifiées, il se trouva hors la cité et à la merci des 30 qui avaient le droit de le faire périr. Après la mort de Théramène, ils enlevèrent les armes à tous les citoyens, excepté aux 3000, et dans toute leur conduite, se laissèrent aller davantage à leur cruauté et à leurs pires instincts. Chapitre 38. Les 30, fin. Renversement des 30, les 10, négociations avec Sparte. Sur ces entrefaites, les Athéniens de Philée prirent Munichie et bâtirent l'armée de secours que les 30 avaient amenée. Rentrés à Athènes après avoir échappé au danger, les Athéniens de la ville se réunirent le lendemain à l'Agora, abolirent le gouvernement des 30 et élurent un comité de 10 citoyens munis de pleins pouvoirs pour terminer la guerre. Mais les 10 à peine installés ne remplirent aucun des devoirs pour lesquels ils avaient été élus. Ils envoyèrent des députés à Lacédémone pour demander du secours et emprunter de l'argent. Comme leur conduite irritait les citoyens qui prenaient part aux affaires, les 10 craignirent d'être renversés, et pour frapper d'épouvante la cité, ce qui eut lieu en effet, ils se saisirent de Démarétos, un des premiers citoyens, et le mirent à mort. Ils se maintinrent alors solidement au pouvoir, avec le concours de Calybios et de la garnison péloponnésienne, et en outre de quelques-uns des cavaliers. C'est à cette classe, en effet, qu'appartenaient ceux des citoyens qui s'opposaient le plus au retour des gens de Philée. Mais ceux-ci, maîtres du Pirée et de Munichie, virent tout le parti démocratique passer de leur côté et furent vainqueurs dans la guerre. On renversa les 10 commissaires précédemment élus, et on en nomma 10 autres, choisis parmi les citoyens qui paraissaient les meilleurs. Sous leur gouvernement, grâce à leurs efforts et à leur zèle, eurent lieu l'accord des partis et le rétablissement de la démocratie. Leurs principaux chefs étaient Rhinon de Paénia et Phaïlos d'Acherdonte. Ce sont eux qui, avant l'arrivée de Pausanias, entrèrent en négociation avec les gens du Pirée, et, après son arrivée, s'entendirent avec lui pour hâter le retour des émigrés. Le roi de Sparte, aidé des 10 conciliateurs qui vinrent de Lacédémone après lui et à sa demande, conclut les négociations entamées en vue de la paix et de l'accord. Rhinon et ses collègues reçurent plus tard l'éloge public en récompense des services qu'ils avaient rendus à la démocratie. Entrés en fonction sous le régime oligarchique, ils rendirent leurs comptes sous la démocratie, sans que personne leur adressât de reproches, ni de ceux qui étaient restés à Athènes, ni de ceux qui étaient revenus du Pirée. Aussi Rhinon fut-il aussitôt après élu stratège. Chapitre 39. 11 époques. Restauration de la démocratie. Accord entre les partisans des 30 et les démocrates. L'accord eut lieu sous l'archontat d'Euclide, 403 ACN, et la convention suivante en régla les conditions. Ceux des citoyens restés dans la ville qui voudront la quitter habiteront Éleusis. Ils conserveront tous leurs droits de citoyens, resteront maîtres absolus de tout ce qui leur appartient et recueilleront les fruits de leurs biens. Le temple d'Éleusis appartiendra en commun aux uns et aux autres. Conformément à la tradition, les Kériques et les Eumolpides seront chargés de l'administrer. À l'époque des mystères seulement, les Athéniens d'Éleusis pourront se rendre à la ville et ceux de la ville à Éleusis. Les gens d'Éleusis contribueront de leurs revenus à la caisse des alliés, comme les autres Athéniens. Celui qui, ayant quitté la ville,
voudra prendre maison à Éleusis s'entendra avec le propriétaire. S'ils ne se mettent pas d'accord, ils choisiront chacun 3 experts, et le propriétaire n'aura droit qu'à la somme que ceux-ci auront fixée. Nul Éleusinien ne pourra être locataire du nouveau propriétaire que s'il est agréé par les experts. Seront tenus de se faire inscrire ceux qui veulent quitter la ville. S'ils sont restés à Athènes, dans le délai de 10 jours, à compter du jour où ils auront prêté serment, et le départ aura lieu dans les 20 jours. S'ils y sont rentrés dans les mêmes délais, à compter du jour de leur retour. L'Athénien établi à Éleusis ne pourra remplir aucune charge dans la ville avant de s'être fait inscrire de nouveau comme habitant de la ville. Les actions de meurtre sont maintenues comme dans le droit de nos pères, contre quiconque a tué ou blessé de sa propre main. Pour ce qui concerne le passé, toutes les haines mutuelles devront être oubliées, excepté à l'égard des 30, des 10, des 11 et des magistrats du Pirée. Encore, l'exception ne sera-t-elle plus maintenue contre ces hommes s'ils rendent leur compte. Les magistrats du Pirée rendront leur compte devant les gens du Pirée, les magistrats d'Athènes devant les gens d'Athènes, et les juges fixeront l'amende. Après avoir ainsi réglé leur situation, ils pourront, s'ils le veulent, s'établir à Éleusis. Quant aux hommes qui est empruntés par les 2 parties pour la guerre, l'un et l'autre devront les restituer séparément. Chapitre 40. Restauration de la démocratie, fin. Athènes après l'armistice, Archinos, sagesse des Athéniens. Cet accord une fois conclu, tous ceux qui avaient combattu du côté des 30 furent pris de peur. Nombre d'entre eux projetaient de quitter la ville, mais comme il arrive toujours, remettaient leur déclaration au dernier jour. Archinos, voyant combien ils étaient nombreux et voulant les retenir, supprima les derniers jours du délai fixé pour l'inscription, si bien que bon nombre furent forcés de rester malgré eux jusqu'au jour où ils reprirent courage. Archinos se conduisit ce jour-là en véritable homme d'État, comme bientôt après quand il accusa d'illégalité le décret de Thrasybule accordant le droit de cité à tous ceux qui étaient revenus avec lui du Pirée, bien que dans le nombre certains fussent notoirement esclaves. Et comme une autre fois encore que voici, le premier des citoyens récemment rentrés dans Athènes, qui commença à témoigner sa rancune, fut saisi par lui et traîné devant le conseil, auquel Archinos demanda sa mort sans jugement. On montrerait ainsi qu'on voulait sauver la démocratie et observer les serments. Acquitter cet homme, c'est exciter les autres. Le mettre à mort, c'est donner à tous un exemple. Il en fut ainsi. Cet homme mort, personne ne réveilla plus les vieilles haines. Loin de là, les Athéniens, sortis de ces malheurs, en tirèrent des leçons dont ils profitèrent très sagement, les individus aussi bien que l'État, pour le mieux de leur politique. Non seulement ils effacèrent toutes les accusations portant sur le passé, mais encore ils s'associèrent pour rendre aux Lacédémoniens l'argent que les 30 en avaient reçu pour la guerre, quoique l'accord eût stipulé des paiements séparés pour les 2 parties, celui de la ville et celui du Pirée, et dans la pensée que c'était ainsi qu'il fallait commencer à rétablir la concorde. Dans les autres États, au contraire, on avait vu le parti démocratique victorieux ne point se contenter seulement de ne point contribuer de ses deniers, mais aller jusqu'à partager les terres. Enfin, sous l'archontat de Xénéanétos, 401 ACN, les Athéniens se réconcilièrent avec les gens d'Éleusis 2 ans après que ceux-ci avaient quitté la ville. Chapitre 41 résumé.
Énumération des différents changements de la Constitution d'Athènes, la démocratie actuelle. Quand se succédèrent ces événements, le Parti démocratique était déjà maître du pouvoir. C'est en effet sous l'archontat de Pythodoros, 404 ACN, qu'ils avaient inauguré le régime actuellement en vigueur. Comme il ne devait son retour qu'à lui seul, il semblait juste qu'il se fût ainsi attribué le pouvoir. C'était, à les compter tous, le 11e changement que subissait la Constitution d'Athènes. En premier lieu se place, à l'origine, l'établissement d'Ion et de ceux qui occupèrent avec lui le pays. De cette époque date la division du peuple en 4 tribus et l'institution des rois des tribus. Vint ensuite, et ce fut le premier changement introduisant une constitution vraiment organisée, le gouvernement de Thésée qui s'écartait un peu de la royauté. Puis la constitution de Dracon, sous lequel pour la première fois furent données des lois. En troisième lieu, après de longues discordes, la constitution de Solon, qui marque le commencement de la démocratie. La tyrannie de Pisistrate vint en 4e lieu. En 5e lieu, vient, après le renversement des tyrans, la constitution de Clystène, plus démocratique que celle de Solon. En 6e lieu, après les guerres médiques, se place le régime caractérisé par l'influence prépondérante de l'aréopage. Suit, au 7e rang, le régime inauguré par Aristide et définitivement installé par Éphialte qui ruine l'aréopage. C'est pendant cette période que la cité commit les plus grandes fautes, poussée par les démagogues et pour maintenir son empire maritime. Viennent en 8e lieu le gouvernement des 400 et en 9e la restauration de la démocratie. Suit en 10e lieu la tyrannie des 30 et des 10. Enfin, en 11e lieu, après le retour des gens du Philé et du Pirée, commence le régime qui dure aujourd'hui encore et sous lequel le peuple n'a cessé d'accroître son pouvoir. Le peuple s'est en effet rendu maître de tout. Il gouverne tout par ses décrets et par les tribunaux où il est souverain. C'est au peuple, en effet, qu'ont passé les attributions judiciaires qu'avait autrefois le Conseil et ses justices, car il est plus aisé de corrompre un petit nombre d'hommes qu'une foule par l'appât du gain et par des faveurs. On avait renoncé d'abord à donner un salaire à l'Assemblée, mais le peuple ne venait plus aux séances, et les prytanes étaient souvent seuls à voter. Pour attirer la foule et lui faire sanctionner les décisions par son vote, Aguirios fit donner une obole de salaire, puis Héracléidès de Clazomène, celui qu'on surnomma le grand roi, un diobole. Aguirios reprit la question et fit donner un triobole. Fin de la première partie.